Le président de la République, Issoufou Mahamadou, était ce matin à Abuja, au Nigeria. Visite de travail et d'amitié où il a décoré son homologue du Nigeria, Muhammadu Buhari, Grand Croix des Ordres nationaux du Niger. Le président Buhari, à son tour, a baptisé une des plus grandes voies du Nigeria, Voie Express Mahamadou Issoufou. Le Niger disposera sous peu d'une école de comédie et d'art. La pose de la première pierre a été faite ce matin par le Premier ministre Brigitte Raffini à Niamey. Le Premier ministre qui a profité pour décorer le promoteur Maman Le Gondouanais au nom du président de la République du Niger. Après sa brillante élection de membre du comité exécutif de la CAF, le président de la FENIFOOT est de retour à Niamey, accueilli par la grande famille du football nigérien. Messieurs, mesdames, bonsoir. Cette triste nouvelle dans ce communiqué du gouvernement. Le lundi 15 mars 2021, dans l'après-midi, des groupes d'individus armés non encore identifiés ont intercepté 4 véhicules transportant des passagers de retour du marché hebdomadaire de Banibangou, région de Tillabéri, en partance respectivement pour les villages de Chinagoder et de Darédei. Ces individus ont procédé à l'exécution ciblée des passagers. Un communiqué du gouvernement lu par le ministre porte-parole du gouvernement, Zakaria Abdurrahman. Communiqué du gouvernement. Le lundi 15 mars 2021, dans l'après-midi, des groupes d'individus armés non encore identifiés ont intercepté 4 véhicules transportant des passagers de retour du marché hebdomadaire de Banibangou, région de Tillabéri, en partance respectivement au village de Chinagoder et d'Araïdé. Ces individus ont lâchement et cruellement procédé à l'exécution ciblée des passagers. Au village de Daraïdé, ils ont tué des personnes et incendié des greniers. Le bilan de ces actes barbares se présente comme suit. 58 personnes tuées, 1 personne blessée, plusieurs greniers et 2 véhicules incendiés, 2 véhicules emportés. Des dispositions sécuritaires ont été renforcées dans la zone et une enquête est ouverte pour retrouver et traduire devant les tribunaux les auteurs de ces actes criminels. En cette douloureuse circonstance, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées, et le gouvernement adressent leurs condoléances les plus attristées aux familles des victimes et souhaitent un prompt rétablissement aux blessés. Un deuil national de 3 jours est décrété à compter du mercredi 17 mars 2021. Les drapeaux seront en berne sur toute l'étendue du territoire national. Le gouvernement appelle la population à plus de vigilance et réaffirme sa détermination à poursuivre sans relâche la lutte contre la criminalité sous toutes ses formes. Que Dieu bénisse le Niger et son peuple. Je vous remercie. Le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, vient de regagner Niamey en fin d'après-midi après avoir effectué une brève visite d'amitié et de travail à Abuja au Nigeria ce jour. Il a été accueilli à sa descente d'avion par le Premier ministre, chef du gouvernement, Brigitte Raffini, avant d'être salué par les corps constitués.
Dans la capitale nigériane, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a décoré le président nigérien Muhammadu Buhari au rang de Grand Croix des Ordres nationaux du Niger pour son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans la sous-région. Le président Buhari, à son tour, a réservé une surprise à son hôte en baptisant l'une des plus grandes voies de la capitale, Voie Express Mahamadou Issoufou. Une voie longue de 10 km dont les principaux carrefours portent le nom de plusieurs chefs d'État nigériens. Le président de la République était accompagné dans ce déplacement par le grand chancelier des ordres nationaux, le général Maimanga Oumara, et le directeur de cabinet par intérim du président de la République, le ministre d'État Fumokwe Godou. Nous reviendrons dans quelques instants sur cet élément. Et nous avons sur ce plateau un invité du journal, le directeur général de la Nigélec, M. Halid Al-Hassan. Bonsoir, Monsieur le directeur. Bonsoir, madame. Monsieur le directeur général, demain, Son Excellence, le président de la République, Issoufou Mahamadou, procédera à l'inauguration d'une nouvelle centrale BOUT fonctionnant au pétrole brut. Expliquez-nous de quoi il s'agit exactement. Merci, madame. Inch'Allah, demain matin, le chef de l'État, le président Mahamadou Issoufou, procédera à l'inauguration d'une grande infrastructure de production d'électricité, la centrale BOT de Goudel. Il vous souviendra qu'en décembre 2016, le président avait déjà inauguré la centrale de Gourmanda de 80 MW qui avait apporté une certaine amélioration dans la stabilisation de l'alimentation électrique de la capitale du Niger. Et compte tenu de la croissance soutenue de l'économie du Niger sur ces 10 dernières années, la demande, et qui dit croissance économique dit évolution de la demande d'électricité, il s'est avéré nécessaire de réaliser de nouvelles infrastructures. Pour Gourmanda, le gouvernement avait fait recours à un prêt, à des prêts bancaires concessionnels. Cette fois-ci, le gouvernement a fait usage du partenariat public-privé, c'est-à-dire que le gouvernement a fait venir des investisseurs privés. En l'occurrence, ici, ce sont des investisseurs mauritaniens, émiratis, avec des partenaires turcs et allemands, pour construire, avec leurs propres fonds, une centrale électrique et vendre de l'électricité à la Nigélec. Donc c'est ça le vocable BOT, ça veut dire Build, Operate, Own and Transfer, c'est-à-dire construire, posséder, exploiter et transférer. Ils vont exploiter la centrale sur un délai de 15 ans, vendre l'électricité à la Nigélec, le temps de recouvrer leurs investissements avec une certaine marge, et ils transfèrent la centrale à la Nigélec. C'est une centrale qui est censée fonctionner pendant 30 ans au moins. C'est une centrale qui peut fonctionner au gasoil, au fuel lourd et au pétrole brut. Et le pétrole brut coûtant moins cher, donc cette centrale doit produire de l'énergie moins chère que la centrale de Gourmanda. Et c'est pourquoi les promoteurs, on a signé un contrat avec la Nigélec pour acheter le kilowattheure à 77 francs contre un coût de production moyen de 100 francs CFA au niveau de Gourmanda. Donc cette centrale, non seulement elle amène de l'énergie moins chère, mais elle permet aussi de couvrir la demande en électricité de la capitale. Monsieur le directeur général, est-ce à dire qu'enfin avec cette nouvelle infrastructure, les coupures d'électricité que nous connaissons en saison chaude sont terminées? Nous vont finir? Ça, c'est la question à laquelle je n'échappe jamais avec la presse. Si c'était pour savoir si avec cette centrale nous disposons de suffisamment de capacité pour couvrir la demande en électricité, la réponse est oui. Parce qu'avec la ligne d'interconnexion, nous tirons autour de 80 mégas. La centrale de Gourmanda fournit 80 autres mégas, 160 mégas. Il y a la centrale UA qui a été construite en 2019 et la nouvelle centrale qui peut donner jusqu'à, c'est une centrale de 89 mégas ISO, mais même en pleine chaleur, elle peut donner jusqu'à 70 mégas. Donc ça fait au total 240 mégas qui sont disponibles pour une demande maximale estimée à 185 mégawatts. Donc nous avons un taux de couverture de 130%. Maintenant, les coupures peuvent intervenir quand la ligne du Nigeria est indisponible. Si le Nigeria coupe, comme nos infrastructures sont amarrées au réseau du Nigeria, il y a coupure, mais c'est juste le temps qu'il nous faut pour pouvoir démarrer les infrastructures de nos nouvelles centrales et la centrale de Gourmanda. Et nous sommes capables, même dans le cas où la ligne du Nigeria n'est pas là, et en forte période de demande, couvrir au moins 80% de la demande. Et dans la majorité du temps, 100% dans la demande. Donc oui, cette centrale a vocation
à nous éloigner des coupures que vous connaissez. Bonne nouvelle. Et quelles sont les autres perspectives en vue dans le cadre du renforcement de l'offre en énergie électrique et son accès aux populations? Nous avons déjà contracté depuis plusieurs mois pour installer le 5e groupe de Gorobanda qui permet de porter la puissance de cette centrale à 100 MW. Nous sommes en train d'adjuger l'entreprise qui doit construire une centrale solaire, la toute première centrale solaire à Niamey de 20 MW. Nous sommes en train également de finaliser la contractualisation pour la construction de la 2e ligne d'interconnexion. Parce que la ligne actuelle est saturée depuis 15 ans. Et nous ne pouvons pas tirer plus de 80 mégas sur elle. Avec la nouvelle ligne, nous pouvons aller jusqu'à 500 MW. Donc pour voir un peu la capacité que ça permet d'offrir. Et ça permet à l'énergie de transiter dans un sens comme dans l'autre. Et c'est une ligne qui va interconnecter le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et le Bénin. Ces travaux vont commencer incessamment. Vous savez que le barrage de Kandaji est en cours de construction. Le seul programme qui n'a pas pu véritablement évoluer, c'est la centrale de Salkadamna. Mais le gouvernement est toujours sur ce projet. S'il n'a pas beaucoup évolué, c'est compte tenu de l'ampleur que les questions environnementales ont eu à prendre avec les COP. Mais le gouvernement continue et ce projet aussi, Inch'Allah, verra le jour. Nous avons aussi des partenaires privés dans le cadre de PPV avec lesquels nous sommes pour parler avancés pour construire des capacités solaires un peu partout. Nous sommes notamment bien avancés avec des investisseurs émiratis et ils sont prêts à construire des capacités graduelles qui peuvent aller jusqu'à 500 MW en fonction de l'évolution de la demande. Donc la situation dont nous avons hérité, parce que quand en 2000... métier, je veux que mes petits frères qui viennent derrière, pas seulement les Nigériens, puissent vivre de leur art. Et pour ça, il faut une formation. Une vision appréciée par le ministre de la Renaissance culturelle pour qui cette école cadre avec les objectifs du programme de la Renaissance culturelle du Niger prôné par les autorités. Je voudrais, Excellence, Monsieur le Premier ministre, chef du gouvernement, saluer et féliciter le célèbre Maman et à travers lui, tous ceux qui mettent leur talent et leur intelligence au service du progrès de notre pays dans le domaine culturel comme dans bien d'autres. Mon département ministériel s'est pleinement investi pour la concrétisation de ce projet, en ce qu'il cadre parfaitement avec les objectifs du programme de la Renaissance culturelle. Je reste convaincu que c'est par la comédie que nous réussirons le mieux la promotion des valeurs. Standard ne disait-il pas, la comédie a un grand avantage sur la tragédie, c'est de peindre les caractères, alors que la tragédie ne peint que les passions. Une idée très appréciée également par le Premier ministre chef du gouvernement, Brigitte Raffini, qui a souligné que cette initiative mérite le soutien de tous les Nigériens. On est là pour la pose de la première pierre, mais nous souhaitons surtout voir le plus tôt possible se réaliser ce projet qui est un rêve qui tient à cœur Maman, qu'on appelle affectueusement Gondwana. Donc nous sommes pressés de voir émerger cette école parce que c'est véritablement une grande valeur ajoutée pour notre pays. Ce fils du Niger est connu à travers le monde entier et il a fait le choix de revenir investir chez lui au Niger. C'est vrai, c'est des choses qui n'arrivent pas tous les jours, mais là, quand ça vient, il a droit à tout notre soutien. Soutien des autorités, soutien de la population, pour que ce projet dont il a souligné tout à l'heure les avantages, que ce projet soit effectivement une réalité. L'école de comédie et des arts de Niamey offrira à plusieurs acteurs du domaine du Niger et de plusieurs autres pays l'opportunité de se former dans diverses filières culturelles. L'école comportera entre autres des studios et salles de répétition, un théâtre, un amphithéâtre de 735 places, des logements, une cafétéria et une administration.
Je le disais à l'instant, le président de la République était au Nigeria. Dans la capitale nigériane, le président Issoufou Mahamadou a décoré le président nigérian Muhammadu Buhari au rang de Grand Croix des ordres nationaux du Niger pour son engagement en faveur de la paix, de la sécurité et du développement dans la sous-région. Le président Buhari, à son tour, a réservé une surprise à son hôte en baptisant l'une des plus grandes voies de la capitale, voie express Mahamadou Issoufou. Une voie longue de 10 km dont les principaux carrefours porte le nom de plusieurs chefs d'État nigériens. Le président de la République était accompagné dans ce déplacement par le grand chancelier des ordres nationaux, le général Meimanga Oumara, et le directeur de cabinet par intérim du président de la République, le ministre d'État Foumakoye Gadou. Résumé de cette visite avec nos envoyés spéciaux, Moustapha Tino et Issa Kaissa. À son arrivée à l'aéroport international d'Abuja, le président de la République, chef de l'État Issoufou Mahamadou, a reçu un accueil officiel des autorités nigérianes. C'est le ministre nigérien des Affaires étrangères, Geoffrey Onyeama, accompagné de l'ambassadeur du Niger au Nigeria, Alat Mugaskia, qui l'a accueilli à sa descente de la passerelle avant d'être salué par les membres du gouvernement et les gouverneurs des États de Katsina, Sokoto, Zamfara, Jigawa, Kebbi, Yobe, Borno et Kano. Les honneurs militaires et l'exécution des hymnes nationaux de deux pays ont marqué cet accueil. En route pour le palais présidentiel, une surprise agréable attendait le cortège du président Issoufou. Oui, une surprise, car le président Issoufou ignorait tout du cérémonial qui était prévu. En effet, le président nigérien Muhammadu Buhari a décidé de baptiser l'une des plus importantes voies traversant la capitale Abuja, voie express Mahamadou Issoufou. Ce geste chargé de symboles est pris par les autorités nigérianes en reconnaissance du rôle important joué par le président Issoufou dans la promotion de la paix, de la démocratie et de l'intégration économique en Afrique. Le président Issoufou a suivi avec attention les explications sur les caractéristiques de cette majestueuse voie express qui porte désormais son nom, une voie express vitale pour la capitale, longue de 10 km et qui est raccordée à plusieurs carrefours ou intersections portant déjà les noms des illustres chefs d'État nigérians comme Namadia Azikwe, Cheikhou Chagari, Yacoub Gouon, Murtala Mohamed et Muhammadu Buhari, pour ne citer que ceux-là. C'est donc un président Issoufou ému qui a procédé à la coupure du ruban inaugural de la dite voie express. Au terme de cette cérémonie, le président Issoufou est arrivé au palais de la présidence où il a été accueilli par son hôte nigérian, Muhammadu Buhari, avec tous les honneurs. Il s'en est suivi un tête-à-tête entre les deux hommes. Le président Issoufou a également signé un livre d'or pour immortaliser cette visite. Le président de la République a ensuite pris part à un déjeuner officiel offert par son hôte Muhammadu Buhari. Dans une intervention prononcée à cette occasion, le président nigérian a loué les qualités d'homme d'État du président Issoufou avant de retracer les réalisations à mettre à son actif au profit non seulement de son pays, le Niger, mais aussi pour la coopération bilatérale nigéro-nigériane et pour l'intégration du continent africain. Toute chose qui s'illustre à juste titre par le prix Mo Ibrahim attribué au président Issoufou. C'est aussi pour ces raisons que le Nigeria
Nigeria a voulu honorer le président Issoufou en baptisant à son nom l'une des plus grandes voies de la capitale, a expliqué le président nigérian qui a félicité le lauréat du prix Mo Ibrahim ainsi que le nouveau président élu du Niger. Quant au président Issoufou, il a d'abord rappelé les liens séculaires très forts qui unissent les deux pays qui partagent 1500 km de frontières, mais aussi les mêmes réalités socio-économiques et culturelles. Le président Issoufou a relevé que le Niger et le Nigeria font face aux mêmes défis sécuritaires, économiques et environnementaux, et qu'aucun des deux pays ne pourra relever seul ces défis. C'est pourquoi il estime que l'Afrique est condamnée à s'intégrer et salue l'engagement du président Buhari, sa rigueur et sa détermination dans plusieurs dossiers comme la sécurité dans le bassin du lac Tchad, la monnaie unique de la CEDEAO qui est un projet phare de l'agenda 2063 de l'Union africaine et le projet de chemin de fer Kano-Maradi. Avec le président Buhari, nous avons renforcé les relations bilatérales qui existent entre le Niger et le Nigeria. Et au-delà, nous avons travaillé ensemble en faveur de l'intégration du continent. Et cela aussi a été rendu possible parce que j'ai eu des relations personnelles très confiantes avec le président Buhari. Et c'est pour toutes ces raisons que je me suis dit que je vais passer le relais au prochain président élu du Niger le 2 avril prochain. Et je ne peux pas passer le relais sans venir en tant que président du Niger, le remercier, lui dire au revoir, parce que je suis satisfait du travail que nous avons accompli ensemble dans l'intérêt de nos peuples, dans l'intérêt du peuple nigérien et au-delà, dans l'intérêt des peuples africains. C'est un honneur pour moi-même, mais au-delà de ma personne, c'est l'honneur qu'il fait au peuple nigérien. Cela est une nouvelle illustration de la qualité des relations fraternelles qui existent entre le peuple nigérien et le peuple nigérien. Le clou de cette visite a été la décoration du président Buhari qui a reçu des mains du président Issoufou la plus haute distinction honorifique du Niger. Alors, sans savoir que j'allais être honoré, j'avais en venant prévu également de donner une distinction au président Buhari pour toutes les œuvres, pour tout le travail que nous avions accompli ensemble, pour la qualité de nos relations, d'abord personnelles, et pour la qualité des relations d'État à État qui existent entre le Niger et le Nigeria, pour son engagement dans l'œuvre de construction de l'intégration régionale et continentale. Pour toutes ces raisons que je viens d'évoquer, j'ai décidé de décorer le président Buhari de la plus haute distinction qui existe au Niger. Au terme de cette brève visite de travail, le président de la République, Issoufou Mahamadou, a fait ses adieux au président Buhari car il va passer à partir du 2 avril prochain le témoin à son successeur démocratiquement élu, consacrant ainsi la première alternance pacifique au Niger. Communiqué du Parti pour la justice et le développement PJD Hakika, le présidium du PJD Hakika s'est réuni en session extraordinaire ce jour 16 mars 2021 pour faire un point relatif à la performance économique du Niger annoncé par la Banque mondiale et le prix Mo Ibrahim décerné au président de la République. En effet, la gestion du président de la République du Niger, Issoufou Mahamadou, a été couronnée de succès, comme l'atteste le classement récent du Niger par la Banque mondiale. Ceci dénote clairement que le président Issoufou Mahamadou a travaillé infatigablement pour faire remonter la pente de notre économie, malgré tous les défis sécuritaires liés à sa position géostratégique et alimentaire, liés au changement climatique dont le Niger est confronté. C'est le lieu pour le président
présidium du PJD Hakika de rendre un grand hommage à Issoufou Mahamadou et exhorter son successeur à consolider les acquis. Le présidium du PJD Hakika félicite le président Mahamadou Issoufou pour l'obtention du prix Mo Ibrahim, ce qui lui ouvre la porte d'être cité parmi les grands hommes qui ont marqué leur pays. Le présidium se réjouit de cette distinction qui classe le Niger parmi les grandes démocraties africaines. Signé le président du présidium El Haj Mahaman Hamissou Moumouni. Autre aspect édition, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation a procédé ce matin à l'inauguration d'une salle informatique, dont de la Fondation Gourivé Meilleur de la Première Dame Aïssata Issoufou, qu'il a offert à l'Université d'Andiko Dankolodo de Maradi. Sandanataï Nassirou Nakakali. Créée en 2010, l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi, qui relève de la deuxième génération, a pour vocation formation, enseignement, recherche scientifique et innovation technologique afin de contribuer au développement et au progrès de la société. La fondation Gourivi Meilleur de la première dame Aïssata Issoufou accompagne cette noble et exaltante mission à travers le projet Informatique pour tous. L'aménagement et l'équipement de cette salle informatique, l'objet de cette cérémonie s'inscrit dans ce cadre. À travers le projet PIPT, la Fondation Gourivi Meilleur veut contribuer à l'amélioration des performances par la promotion de l'outil informatique dans tous les établissements scolaires et des institutions universitaires au Niger. La Fondation Gourivi Meilleur a aménagé et équipé 32 salles informatiques au total. La salle informatique de l'université d'Andiko est équipée de 31 ordinateurs neufs, 31 tables et 31 chaises. L'objectif qui sous-entend l'inauguration de cette salle est de façonner une génération numérique en favorisant la mise à disposition d'équipements informatiques et en facilitant l'accès à l'Internet. Une cérémonie grandeur nature, présidée par le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Amadou Souley Sarki Rafi, en présence du gouverneur de la région de Maradi, Zakari Oumarou, à la grande satisfaction du recteur de l'université d'Andiko Dankolodo, Moussa Ousmane Zakari, qui n'a pas manqué de remercier la tutelle pour tous les efforts sans cesse croissants pour soutenir les initiatives de la communauté universitaire de Maradi. Procédant à l'inauguration de cette salle informatique, le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Amadou Souley Sarki Rafi, a indiqué que le projet informatique pour tous est un instrument de mise en œuvre du programme du gouvernement à travers lequel la Fondation Gourivi Meilleur de la Première Dame a aménagé et équipé 32 salles informatiques. Cette cérémonie revêt une importance capitale, en ce sens qu'elle se place au cœur des préoccupations de mon département ministériel. Cette salle informatique aménagée et équipée constitue un joyau car elle permettra une meilleure intégration des TIC dans l'enseignement, la formation, la recherche scientifique et l'innovation technologique de l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi. Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Amadou Souley Sarki Rafi, a enfin inauguré une autre infrastructure dédiée à la formation ouverte et à distance, construite sur fonds propres de l'université d'Andiko Dankolodo de Maradi et équipée par le fonds commun du secteur de l'éducation. Elle est composée d'une salle informatique équipée d'une vingtaine d'ordinateurs connectés au Wi-Fi, d'une salle de réunion et des bureaux du responsable et secrétaire. Cérémonie de réception de salles de classe construites et équipées. Ce don offert par la CNPCNP est destiné au profit du CG Moussa El Haj Ibrahim de Ménessoroa, région de Difa. La cérémonie a été placée sous la présidence du préfet du dit département, Gunga Gibrima Abdurrahman Majiri. Cette cérémonie consacre la réception officielle des 5 salles de classe financées par la CNPCNP au profit du CG Moussa El Haj Ibrahim de Ménessoroa. Un geste qui entre dans le cadre des actions sociétales de la CNPCNP dans la région de Difa où la société a réalisé plusieurs infrastructures socio-éducatives dans le cadre de ses actions en faveur des populations.
Dans son allocution à l'occasion de cette cérémonie, le représentant de la CNPC-NP n'a pas manqué de rappeler les multiples réalisations qui traduisent le dynamisme de la coopération nigéro-chinoise et la vision sociale de la CNPC-NP. Suite à la signature de l'avenant numéro 4 de CPP entre Sinokdok et l'État du Niger, la CNPC s'est engagée à investir plusieurs millions de dollars US dans le cadre des actions sociétales sur une période de 3 ans, accompagnée de 2018 ainsi. On peut retenir en 2018 les fonçages de plus de 20 puits pastoraux, la construction de 14 classes. En 2019, les fonçages de 17 puits pastoraux, la construction de 10 classes, la construction de 2 cases de santé, le don d'une ambulance. En 2020, le fonçage de 35 puits pastoraux avec abreuvoir, la construction des 21 classes, la construction d'un local composé d'un bloc administratif, d'un logement pour directeur, d'une case de passage et d'un logement pour gardien au profit de la direction régionale du pétrole du DIFA. Le don de 2 ambulances et l'installation de 15 moulins à grève pour les coopérations féminines. En réceptionnant les classes, le préfet du département de Maïno-Soroa a, au nom du ministre d'État, ministre du Pétrole empêché, loué les relations entre le Niger et la République populaire de Chine avant d'exhorter le bénéficiaire à utiliser ces infrastructures à bon escient. Voilà un exemple type de coopération où le partenariat cadre parfaitement avec les aspirations de nos communautés conformément au vœu de l'État. Les enseignants doivent être fiers de ces infrastructures car leurs rendements sont tributaires du cadre optimal de travail. À vous, chers élèves, vous ferez notre fierté et celle de vos parents en étant à la hauteur des investissements consentis, c'est-à-dire en travaillant sans relâche pour réussir et être utile à vous-même, à vos familles et à notre pays. Au terme de la cérémonie, une visite guidée des salles de classe a permis aux autorités d'apprécier la qualité des travaux jugés globalement satisfaisants. Ils sont 30 jeunes ayant été formés au centre de formation des métiers d'Agadez et de Tirozérine. Des jeunes dotés en kit dans le cadre du Fonds commun sectoriel de l'éducation au titre de l'année 2020. La cérémonie de remise de kit a eu lieu ce matin à Agadez. Moufa El Efalay, Bachir Harouna. La formation professionnelle et technique, l'une des priorités des autorités de la 7e République, sème la joie aux yeux de la jeunesse nigérienne. La présente cérémonie consacre la remise des kits AGR à 31 jeunes sortants de CFM d'Agadez et de Tirozérine, subventionnés par le Fonds commun sectoriel de l'éducation. Dans le cadre du plan d'action annuel de la Direction régionale de l'enseignement professionnel et technique, nous avons 3 axes. Donc au niveau de l'axe 2, c'est-à-dire le programme 2, insertion et accompagnement donc des sortants. Donc dans le cadre donc du Fonds commun 2020, nous avons eu une activité qui est intitulée Assurer la subvention au CFM dans le cadre d'un appui pilote à l'accompagnement des jeunes. La forte mobilisation des ressources propres de l'État et des partenaires techniques et financiers durant les 10 dernières années a été rappelée par la secrétaire générale adjointe du gouvernorat d'Agadez. La présente cérémonie procède à cette dynamique d'accompagnement de 31 jeunes sortants les plus méritants, dont 50% de filles dans 3 filières, la couture, la mécanique, automoto, l'électricité. D'un coût global de 14 228 651 francs CFA, cet appui en kit, composé d'équipements et matières d'œuvre, rentre dans le cadre des activités de la Direction régionale des enseignements professionnels et techniques. Les jeunes bénéficiaires ont exprimé ici leur satisfaction. Au début, j'ai fait mes dépannages dans la rue sans matériel. Mais maintenant que j'ai eu mes matériels, je vais continuer à faire mon travail et de me faire mieux comme avant. Et je remercie les projets. Des kits AGR au profit des jeunes du CFM d'Agadez et de Tirozérine pour l'été contre la pauvreté. Retour à Niamey où le ministre de l'enseignement primaire, président du pôle transition démographique, santé, éducation et formation, a présidé cet après-midi à Niamey la réunion de validation du rapport de ce pôle dont il a la charge. Plusieurs ministres et cadres étaient présents. Loli Moutari Menassara, Suleiman Wali.
Cette réunion regroupe tous les ministères concernés par le pôle transition démographique, santé, éducation et formation contenu dans le programme de développement économique et social PDS. Après les mots de bienvenue de la directrice de cabinet adjointe en second du Premier ministre, superviseur du pôle, le ministre en charge de l'enseignement primaire et président du pôle a décliné l'objectif de cette rencontre. L'objectif de cette rencontre, en effet, consiste à procéder à la validation du rapport bilan de mise en œuvre du programme de développement économique et social PDS du pôle sur la période 2017-2021. La tenue de cet atelier constitue alors une occasion opportune de réflexion commune en vue de faire le point sur la mise en œuvre du PDS. Déclinaison de la vision stratégique du pays en matière de développement économique et social, qui est la stratégie de développement durable et de croissance inclusive, SDDCI, Niger 2035. Le PDS 2017-2021 est la traduction du programme de renaissance Acte 2, articulé autour de ces 8 priorités. Yahouza Sadissou a ensuite mis l'accent sur les efforts du gouvernement dans la mise en œuvre, avant d'exhorter les acteurs à analyser avec minutie le document soumis à leur appréciation. En effet, pour assurer la mise en œuvre du PDS, des mécanismes de coordination et de suivi-évaluation ont été rendus opérationnels par le gouvernement à travers l'adoption du décret 2018-105/PRN/MP du 9 février 2018 fixant les missions, la composition et les modalités de fonctionnement des différents organes du dispositif du PDS. S'agissant du pôle transition démographique, santé, éducation et formation, les acteurs que vous êtes sont appelés ainsi à examiner, enrichir et valider le rapport bilan du pôle sur la période de 4 ans de mise en œuvre du PDS. Il s'agira en somme de jeter un regard sur toutes nos réalisations, d'évaluer le chemin parcouru, de projeter l'avenir tout en mesurant les forces et les faiblesses de notre administration. Quant aux représentants de la délégation de l'Union européenne, il a insisté sur la qualité des statistiques, gage d'une efficacité de la mise en œuvre. Après une présentation du rapport bilan, les interventions n'ont pas tardé. Les ministres et les cadres concernés ont fait des propositions tendant à corriger le rapport avant de le soumettre très prochainement au ministère du Plan. Restons toujours à Niamey pour parler de cet atelier de validation du bilan régional PDS 2017-2020 de la région de Niamey, financé par le programme de coopération Niger-UNICEF. Une rencontre qui s'est tenue ce matin dans la salle de réunion du gouvernorat de Niamey. Compte rendu Khadijatou Hassan et Tijani Ibrahim. Cet atelier d'une journée permettra de valider le rapport bilan 2017-2020 du plan de développement économique et social PDS après son élaboration, un vœu des autorités de la 7e République qui ont opté pour une relance de la planification à travers le ministère du Plan. Le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Niamey, après avoir remercié les participants, les appelle à un engagement sans faille sur l'importance du PDS. Nous vous appelons au nom du gouverneur pour enrichir le document et je profiterai pour demander votre attention et votre disponibilité pour tout ce temps qu'on aura à rester ensemble pour finaliser le rameau de la région de Niamey. Au nom du gouverneur de la région de Niamey, encore une fois, je vous remercie pour votre présence et votre participation. L'élaboration des rapports annuels de mise en œuvre du PDS au niveau régional constitue l'une des actions prioritaires du mécanisme de mise en œuvre et de suivi et évaluation du programme. Occasion saisie par le directeur régional du développement communautaire et de l'aménagement du territoire de retracer l'importance de cette rencontre. Le rapport bilan en fait est compartimenté en plusieurs parties.
dont d'abord l'analyse des livrables, l'analyse des effets atteints, l'analyse également de la perception des différents acteurs dans le cadre de la mise en œuvre du PDS. On a essayé en tout cas d'enquêter au niveau de plusieurs acteurs, dont l'administration déconcentrée, le secteur privé, les ONG, les collectivités décentralisées, bref, tous les acteurs qui interviennent dans le cadre de la mise en œuvre de ce plan. On va essayer de créer des commissions par axe du PDS pour enrichir davantage ce que la cellule régionale de suivi a amené comme document, puisque l'analyse sectorielle qui vient des secteurs doit quand même un peu apprécier mieux l'évolution de leur secteur que notre perception des chiffres livrés. À noter que la validation de ce document permettra d'avoir un dispositif de suivi-évaluation qui associe tous les paliers administratifs du pays, mais aussi de capitaliser tous les efforts de développement acquis et d'aller de l'avant. Donc un document stratégique pour les nouvelles autorités. Rencontre de validation ce matin à Tawa du rapport de mise en œuvre du plan de développement économique et social 2017-2021. C'était sous la présidence du secrétaire général adjoint de la région, Fatima Tagabidine Mohamedou Agoumo. Cette rencontre a pour objectif de valider avec tous les acteurs régionaux le projet du rapport de mise en œuvre rameau du plan de développement économique et social P2S 2017-2021 pour la période 2017-2020 au titre de la région de Tawa. Procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général adjoint du gouvernorat de Tawa, Sani Abdoulaye, a spécifié la particularité du présent rapport quadriennal 2017-2020. Le présent rapport quadriennal 2017-2020 a été présenté selon 7 pôles, à savoir le premier pôle hydraulique et assainissement, pôle 2 gestion de développement, pôle 3 transition démographique, santé, éducation et formation professionnelle, pôle 4 infrastructure et équipement, pôle 5 transformation du monde rural, pôle 6, gouvernance et modernisation de l'État et enfin pôle 7, promotion du secteur privé. Au cours de son intervention, le directeur régional du développement communautaire et de l'aménagement territorial a situé le cadre dans lequel s'est effectuée la présente rencontre. Nous avons été dans ce poste pendant une cinquantaine de jours et avec un dispositif de mise en place depuis le 21 janvier 2021. Puisque nous avons reçu à l'époque une mission du ministère des Plans qui est venue partager avec nous les différents outils de collecte et la méthodologie doit être utilisée pour aboutir à ce rameau-là. Pour rappel, la mise en œuvre du P2S 2017-2021 se fait principalement sur le terrain, en l'occurrence dans les régions, les communes qui constituent aujourd'hui la porte d'entrée de tous les investissements. Communiqué du réseau des associations des consommateurs du Niger. À l'occasion de la Journée mondiale des consommateurs célébrée ce 15 mars 2021, le réseau des associations des consommateurs du Niger, RASCONI, a rendu public hier un communiqué de presse. Cette journée, placée sous le thème « Lutter contre la pollution plastique » pour inciter les consommateurs du monde entier à adopter et promouvoir des habitudes de consommation plus durables, nous permet de développer les bases nécessaires pour éclairer l'opinion nationale sur le sens de sa responsabilité. Ce thème vise particulièrement à encourager les gouvernants, communautés et collectivités industrielles et chacun à son niveau à explorer des alternatives durables afin de réduire de toute urgence la production et l'utilisation excessive des plastiques à usage unique, responsables de la pollution de notre cadre de vie. Le RASCONI salue le gouvernement qui a adopté le 5 novembre 2014 une loi portant interdiction de la production, de l'importation, de la commercialisation, de l'utilisation et du stockage des sachets et des emballages en plastique et en 2015 son décret d'application qui rencontre aujourd'hui
de multiples résistances. Les organisations des consommateurs avaient accueilli avec beaucoup de satisfaction et d'espoir l'avènement de cette loi. De nombreuses campagnes de sensibilisation telles qu'utiliser des tasses réutilisables, des paniers traditionnels, les nettoyages des rues et les places publiques ont été organisées plusieurs fois par le Rasconi au Grand Marché de Niamey, à Tillabéri et à Saï. Profondément préoccupé par cette situation, le Rasconi lance un cri de détresse et appelle les consommateurs à refuser désormais les emballages non réutilisables. Il demande au gouvernement d'observer une attention particulière sur cette situation aux lourdes conséquences. La solution se trouve désormais dans le modèle de gestion des déchets basé sur les 7 R. Repenser, refuser, réduire, réutiliser, recycler, réparer et remplacer. Autre aspect de cette édition. Après sa brillante élection au comité exécutif de la Confédération africaine de football CAF, le colonel-major Jibrillahima Hamidou a été accueilli cet après-midi par la grande famille du football nigérien. Le président de la Fédération nigérienne de football a remercié tous les acteurs qui lui ont permis de gravir les échelons et d'être aujourd'hui membre du comité exécutif de la CAF. Hassimi Abdoulaye Ali. C'est un accueil des grands jours qui a été réservé au président de la Fédération nigérienne de football par les acteurs du football et ceux des autres disciplines sportives. Tous ont tenu à féliciter le premier responsable du football nigérien, fraîchement élu le 12 mars dernier à Rabat au comité exécutif de la Confédération africaine de football. Une élection qui honore le Niger en ce sens que c'est la première fois que le pays sera représenté à ce niveau de l'instance fêtière du football africain. Aujourd'hui, après la consécration de notre candidat, nous sommes heureux de constater que tous les Nigériens ont fait de cette candidature un jeu national. Que dire alors l'implication de plus haute autorité nigérienne qui a permis au président de réaliser cette prouesse inédite dans l'histoire du football nigérien. C'est pour nous l'occasion d'adresser une motion spéciale aux autorités de la 7e République pour cette marque de considération à l'endroit de la jeunesse nigérienne. Le colonel-major Pelé, comme on le surnomme dans les milieux du football, a tenu à rendre un hommage mérité à tous ceux qui ont œuvré dans la quête de cette grande victoire. C'est grâce à vous, grâce au peuple nigérien, grâce aux acteurs du football que vous êtes. Je vais dire par là, tous ceux qui m'accompagnent, notamment le comité exécutif de la fédération, les membres de l'administration de la Fédération nigérienne de football, les présidents des ligues, les présidents des clubs, les supporters, la presse sportive. Mais tous ces succès ont été dus aussi grâce à l'accompagnement des autorités de la 7e République, du gouvernement du Niger. Et surtout, et particulièrement, je voudrais dire, grâce au premier capitaine du MENA et au premier ministre, qui nous ont toujours prêté une oreille attentive. À des moments où nous étions dans des difficultés, je vous assure, à des heures impossibles, c'est souvent le premier capitaine du MENA lui-même qui réagit personnellement pour nous permettre de compétir. Le nouveau membre du comité exécutif de la CAF a enfin exhorté tous les acteurs du football nigérien à se mobiliser davantage et œuvrer pour porter le football nigérien vers les sommets. Félicitations et bon vent au président de la FENIFOOT. La Loterie nationale du Niger, l'ONANI, vient de lancer ce matin à Niamey une nouvelle plateforme d'information à travers l'extension du réseau, le gain du temps et la sécurité du jeu. Cette initiative cadre avec la nouvelle technologie numérique pour la gestion des offres de services. Compte rendu, Djemila Amadou et Imran Mega. Dans un monde en perpétuelle évolution, la Loterie nationale du Niger entame sa propre mutation. Elle s'adapte, innove, mieux elle modernise ses offres de services pour atteindre et dépasser d'autres marchés. Plusieurs innovations sont à jour. La connectivité omniprésente et l'échange d'informations continus, favorisés par la technologie numérique, ont provoqué l'apparition de nouveaux concurrents obligeant les loteries à repenser leur gestion de l'innovation. Évidemment, le plein succès de l'indispensable transformation suppose une offre de produits et services innovants et diversifiés, de bonne qualité, attractifs
à des prix abordables, accessibles à tous. Cependant, la diversification des produits grâce au numérique a d'autres préalables dont l'un des plus incontournables est l'existence d'une infrastructure numérique stable, disponible et performante. Pour assurer la qualité des offres et services de la LONANI, des opportunités se présentent à travers la dématérialisation des produits afin de rendre les jeux attractifs et pratiques sur les supports numériques. Cette informatisation a été rendue possible grâce aux partenaires techniques et financiers de cette institution. FlexBet, c'est qui FlexBet? C'est une entreprise qui œuvre pour la prise de paris en Afrique depuis près de 10 ans, qui jouit d'une installation en Tunisie, 3 installations en Afrique centrale, 5 en Afrique de l'Ouest, parmi lesquelles celle que nous allons démarrer aujourd'hui. Nous disons merci à tous ceux-là qui ont œuvré afin que nous puissions être là aujourd'hui, afin que nous puissions réaliser ce défi ensemble. Nous espérons et nous pensons qu'avec la volonté et avec la force de tout un chacun, que ce soit le staff de la LONANI, que ce soit la force de vente, que ce soit les parieurs, nous relèverons ce défi. Avec la nouvelle donne, les employés seront désormais dans les conditions optimales pour travailler. De même, les clients ont également la facilité de mieux jouer. Atelier d'information et de sensibilisation sur la contribution déterminée au niveau national CDN du Niger et le processus de sa révision ce matin à Bangoula. La cérémonie a été présidée par le secrétaire général du ministère de l'Environnement, de la Salubrité urbaine et du Développement durable. Compte rendu Mahamadou Djingare et Abdoulaye Hamidou. Cet atelier organisé par la Direction du renforcement de la résilience et de l'atténuation au changement climatique s'inscrit dans le cadre de la révision des CDN lancée en 2019. Cette révision permettra aux pays partis à la Convention cadre des Nations Unies sur les changements climatiques et à l'accord de Paris qui en est découlé de se doter de CDN dits de deuxième génération ou CDN révisés. Toutes les CDN réunies, même si on arrivait à les mettre en œuvre à 100%, ces CDN ne pouvait pas permettre d'atteindre les objectifs de l'accord de Paris en termes de réduction donc, des effets de production des gaz, des émissions de gaz à effet de serre. Donc on va peut-être trouver des chemins, des voies de développement pour certains pays, mais en fait, globalement, le bilan aurait été plutôt en deçà de ce qu'on recherchait. C'est pourquoi il a été décidé que les pays, les partis à la Convention doivent, chacun en ce qui le concerne et de façon tout à fait libre, n'est-ce pas, redéfinir ses objectifs pour que ces objectifs soient un peu plus ambitieux. Selon le secrétaire général du ministère de l'Environnement, ce présent atelier vise plusieurs objectifs, dont entre autres le partage d'informations sur le processus de révision et de mise en œuvre du CDN. Il vous souviendra que l'accord de Paris a été adopté justement à Paris le 12 décembre 2015 lors de la COP21 sur le climat, dans le but d'intensifier la réponse planétaire à la menace que représente le changement climatique. De ce point de vue, les contributions déterminées au niveau national sont des instruments privilégiés de mise en œuvre de l'accord de Paris, car c'est à travers elles que les pays s'engagent et communiquent leurs ambitions pour participer à la riposte mondiale face au changement climatique. Aussi, en signant et ratifiant l'accord de Paris respectivement le 22 avril 2016 et le 21 septembre de la même année, sous l'impulsion du président de la République, chef de l'État, président de la commission climat pour la région du Sahel, son Excellence M. Issoufou Mahamadou, notre pays s'est résolument engagé à réduire de 3,5% ses émissions de carbone d'ici 2030, avec pour option de maintenir l'adaptation dans le secteur AFOLU, donc agriculture, foresterie et utilisation des terres au cœur de notre CDN. Les organisateurs de cet atelier réitèrent tous leurs remerciements au PNUD qui finance la présente rencontre et exhortent tous les autres partenaires techniques financiers PTF à accompagner le Niger dans le cadre de ce processus de sa révision.
La vulgarisation du code de l'artisanat de l'espace UEMOA et des textes adoptés par le Niger au cœur d'une rencontre qui a regroupé plusieurs acteurs à Dosso. Salamatou Adamou, Harissou Garba. Cet atelier de vulgarisation du code communautaire de l'artisanat CCA, de l'UEMOA et les différents textes d'application adoptés par le Niger offre l'occasion pour les participants de connaître les différents textes adoptés par le ministère du Tourisme et de l'Artisanat et aussi s'approprier le contenu de cette nouvelle réglementation. C'est une mission de sensibilisation par rapport à un règlement. Le code communautaire de l'artisanat, en tout cas qui a été adopté le 27 mars 2014 à Yamoussoukro. Donc ce code fait la genèse en matière de tout ce qui doit être réglementation et comment doit se faire l'activité artisanale. Avant l'avènement de ce code, pratiquement tous les pays ont leur propre réglementation. Maintenant qu'il y a un code uniforme, maintenant il y a un certain nombre de textes d'application qu'on a demandé aux États d'adopter, en tout cas pour faciliter la mise en œuvre sur le terrain. Procédant à l'ouverture des travaux, le secrétaire général de la région a fait un rappel du processus d'élaboration du règlement d'exécution. Pour rappel, le processus d'élaboration du règlement d'exécution numéro 04/2018/COM/UEMOA se présente ainsi. L'adoption par la conférence des chefs d'État et de gouvernement de l'Union économique et monétaire ouest-africaine le 19 décembre 2001 à Dakar de l'acte additionnel numéro 05/2001 instituant l'artisanat parmi les politiques sectorielles de l'État. La réalisation d'un diagnostic qui a relevé de nombreuses faiblesses dans le secteur au niveau des États membres et qui a abouti à l'adoption d'un programme communautaire en matière d'artisanat par le Conseil des ministres statutaires du 19 décembre 2001. L'adoption par le Conseil des ministres du règlement numéro 01/2004/CM/UEMOA portant code communautaire de l'artisanat de l'UEMOA du 27 mars 2014 sous la présidence du ministre des Finances du Niger, M. Gilles Baye. C'est ainsi que le règlement d'exécution numéro 04/2018/COM/UEMOA fixant la nomenclature des activités de l'artisanat de l'UEMOA a été signé le 11 avril 2018, d'où la nécessité pour chaque État membre d'harmoniser sa nomenclature, c'est-à-dire celle du règlement communautaire. Au cours de ces travaux, des débats seront animés sur le contenu de cette nouvelle réglementation du secteur de l'artisanat. Public reportage dans ce journal, la société de transport voyageurs et de messagerie STM Ténéré vient de renforcer son parc automobile. En effet, la société a acquis plusieurs nouveaux bus modernes de dernière génération. Son objectif étant de satisfaire toujours et encore plus sa clientèle. C'est un public reportage signé Mamadou Idrissa Mega et Abdullah Ali. Ce sont effectivement 22 nouveaux bus flambant neufs que la Direction générale de la Société de transport voyageurs STM Ténéré vient de mettre à la disposition de sa clientèle. Des bus modernes qui ont une particularité, a déclaré le responsable du marketing et de la communication de la société, en ce sens qu'ils disposent de caméras de surveillance à l'intérieur et de tableaux de bord permettant à chaque client d'observer la vitesse à laquelle roule la voiture, ainsi pour éviter l'excès de vitesse et prévenir les accidents de la route. La particularité de ces nouveaux bus, en plus de tout ce que nous avons déjà dans les bus qui sont en service actuellement, c'est que les bus de STM sont sécurisés et confortables. Déjà aujourd'hui, nos clients ont la possibilité de profiter de sièges qui sont super confortables. Ils ne sentent pas la fatigue à l'arrivée, même sur de longues distances. Au-delà de ça, aujourd'hui, nous avons mis une innovation dans nos bus qui est celle-ci. Désormais, les bus de STM sont équipés de caméras de surveillance, ce qui permet très clairement d'éviter les dérives de conduite dans les bus. Et aujourd'hui, un client qui est assis dans le bus de STM, il a un compteur qui s'affiche devant lui pour voir très clairement la vitesse à laquelle le chauffeur est en train de rouler. Ce qui nous permet vraiment d'éviter tout ce qui est excès de vitesse et ça permet également à nos clients d'être vigilants avec nous.
Nos bus disposent, comme à l'habitude, de ports de charge qui permet à nos clients de pouvoir charger leur téléphone tout au long du voyage et rester connectés, échanger avec leur famille, de pouvoir les informer de leur position pendant le voyage. Nous avons également des ceintures de sécurité qui sont renforcées. Les bus disposent maintenant d'extincteurs qui permettent de prévenir tout ce qui peut arriver comme incendie. Et nous avons, comme d'habitude, des chauffeurs qui sont expérimentés, qui sont régulièrement formés pour la conduite de ces bus-là en vue d'assurer une satisfaction totale à nos clients. Cette innovation est une première au Niger, a poursuivi le coordonnateur de la société STM Ténéré. Ces 22 bus viennent ainsi renforcer le parc auto déjà existant. Un investissement dans le souci de faciliter encore plus les voyages interurbains et vers les pays de la sous-région. L'utilisation du gaz butane en remplacement de l'essence dans les motopompes dans la production maraîchère est un phénomène qui prend de plus en plus de l'ampleur dans la région d'Agadez. Diallo Abdeljalil et Mahamadou Adamou nous font découvrir les avantages et les inconvénients de cette pratique. Une bouteille de gaz butane aux abords d'un trou, une scène inhabituelle dans un décor à tout point de vue différent de celui des cuisines. Nous sommes sur un des sites maraîchers de la périphérie de la commune urbaine d'Agadez. Ici, comme partout ailleurs, à l'échelle de la région, les producteurs utilisent depuis quelques années seulement le gaz butane à la place de l'essence pour faire fonctionner les motopompes destinées à l'irrigation de leur périmètre. La raison invoquée, les avantages économiques que leur procure l'utilisation du gaz butane. Avant, on n'utilisait que l'essence pour faire fonctionner nos motopompes. Mais depuis un certain temps, on utilise le gaz butane. Et rien que ça. C'est très économique le gaz. Avec une bouteille de 12 kg, pour nous qui disposons de petites parcelles, on peut arroser pendant 1 à 2 semaines. Donc, on a arrêté l'essence. Cela est rendu possible grâce à des mécaniciens qui, par leur ingéniosité, ont inventé la technologie consistant à modifier le carburateur de la motopompe pour faire fonctionner son moteur avec le gaz butane comme combustible. Généralement, c'est des motopompes à carburateur. Et effectivement, ils ont compris que le fonctionnement d'un moteur est basé sur le 4 temps. Une idée leur est arrivée et à travers le carburateur simple corps, ils ont percé. Comme le gaz, il est déjà gaz, ils veulent un mélange gazeux. À travers donc le trou qu'ils ont percé, ça apparaît dans le diffuseur, ça se mélange avec l'air et généralement ils font en sorte qu'ils règlent le débit avec le robinet du gaz butane. Donc c'est comme ça qu'ils arrivent donc à un peu réguler et ils font passer un petit débit. Même si cette technologie fascine par son caractère ingénieux, son utilisation, elle, n'est pas sans danger pour ceux qui y font recours. Les risques peuvent être d'abord de l'ordre, ça peut provoquer un incendie. Donc vous savez, un moteur thermique, il y a une certaine température, un gaz en contact avec un peu de la chaleur, ça prend feu. Les tuyaux, peut-être avec lesquels donc, ils sont allés d'alimenter donc, le système donc, le carburateur, c'est un tuyau généralement qui est assez long et parfois il est un peu exposé à l'intempérie. Donc sans se rendre compte, il peut avoir fuite. Vous savez, le gaz carbonique ou le polluant que dégage un moteur thermique, c'est un gaz dangereux. Malgré les risques, aucun cas d'accident ne nous a été notifié par les exploitants. C'est donc eux qui tirent jusque-là profit de l'utilisation de cette technologie. Cela est d'autant plus vrai qu'il nous a été rapporté qu'un exploitant d'une parcelle de 3000 m² réalise une économie moyenne de 14 300 francs CFA par tour d'irrigation en utilisant du gaz butane à la place de l'essence.